parce qu'il y a une chose dont on parle très peu, c'est qu'une part importante des approvisionnements des pays du Golfe passe par le détroit d'Ormuz, les approvisionnements alimentaires passent par le détroit d'Ormuz dans l'autre sens. Hein. On parle toujours de ce qui est exporté, mais il y a tout ce qu'ils importent. Donc ça pèse. Donc, je crois que personne n'intéresse que ça dure vraiment longtemps. Ils De vont toute sans doute façon, canarder des installations pour jouer pour l'avenir, mais ça devrait. Et puis la Chine, qui est très très dépendante et qui est un allié solide de l'Iran, on a quand même l'impression qu'elle pousse pour que ça dure pas trop longtemps. nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup à vous tous puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, à nous faire confiance. Et pour tout cela, eh bien écoutez, merci beaucoup. On continue donc dans cet état d'esprit avec l'idée de vous apporter éclairage et compréhension d'un monde qui file à 1000 à l'heure, un monde dans lequel les paradigmes s'effritent les uns après les autres, les certitudes vacillent. Et pour bien comprendre comment tout cela fonctionne, et notamment sous le prisme agroalimentaire, eh bien j'ai le plaisir de retrouver, ça faisait longtemps, Jean-Marie Seroni. Bonjour, monsieur Seroni. Bonjour, un vrai Bonjour. plaisir de se revoir. Eh ben exactement, je suis ravi de vous retrouver, monsieur Seroni. Jean-Marie Seroni, vous êtes agroéconomiste indépendant. Vous êtes également, vous avez fondé Champ d'Avenir, hein, c'est ça, SAS Champ d'Avenir. Jean-Marie, avec vous, on va donc aborder ce contexte géopolitique particulièrement bouillant, délicat et triste, d'une certaine façon, sous un autre angle que celui dont on a l'habitude de parler, c'est celui de l'agroalimentaire, puisque selon le programme alimentaire mondial, eh bien, la planète se dirige vers de nouveaux records de faim. Est-ce que, selon vous, on est en train de basculer aujourd'hui dans une crise alimentaire mondiale ? Je crois pas. Il y a deux choses complètement différentes. Le programme alimentaire mondial, et je pense à juste titre, moi j'ai pas tous les éléments d'information qu'ils ont, euh, mettent en alerte. Pourquoi ils mettent en alerte? Parce que le nombre de personnes sous-alimentées qui avait tendance plutôt à baisser et qui s'était stabilisé alors que la population du monde augmente. Donc ça veut dire que le pourcentage de gens sous-alimentés diminue puisque le nombre n'augmentait pas, s'est remis à augmenter. Et notamment, je crois qu'il y a 750, entre 750 et 800 millions, ce qui est beaucoup, de personnes sous-alimentées, dont 350 millions gravement en carence. Alors que paradoxalement, 2025 a été, au niveau mondial, une très bonne récolte. Et que l'indicateur, hein, c'est le rapport entre les stocks et la consommation, les stocks de fin d'année et la consommation. Le rapport est de 33%. Donc, ça veut dire qu'on a à peu près un tiers de consommation en stock en début d'année. Donc ça, c'est un élément favorable. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de souci. Par contre, les prévisions pour 2026, mais ce sont des prévisions, compte tenu des questions climatiques et des questions géopolitiques, sont à une récolte moins bonne et donc un taux de couverture en fin d'année qui serait moins bon. Mais pourquoi la sous-alimentation augmente? C'est un autre phénomène. Je ne crois pas que c'est un phénomène de ressources. On va parler de l'engrais, mais ça peut jouer éventuellement, mais pour après. Par contre, aujourd'hui, ce qui génère ça, ce sont les conflits. La multiplication des conflits dans les zones difficiles au niveau alimentaire, et donc qui augmente le nombre de personnes qui sont en difficulté alimentaire. Il y a beaucoup de conflits. Bien sûr, il y a la question de l'Ukraine, même si on ne parle pas vraiment de problème alimentaire en Ukraine, mais surtout il y a le Soudan, où là c'est dramatique. Il y a la République démocratique du Congo, qui pourtant a du potentiel, mais avec la guerre, c'est aussi dramatique. Et puis le Yémen, en plus d'autres petits conflits. Donc c'est ça qui crée cette augmentation. Avec un deuxième élément, c'est que les stocks mondiaux sont pour beaucoup en Chine ou en Inde, donc ils ne sont pas forcément mobilisables pour le reste du monde. Et en Chine, il y a toujours une grosse incertitude sur la réalité des statistiques. Il y a peut-être, alors on va poursuivre dans un instant le fil de votre interview, mais vous dites, effectivement, vous avez parlé de la guerre en Ukraine en disant qu'a priori, il n'y avait pas trop de raisons qu'elle puisse avoir un impact ou renforcer cette crise alimentaire mondiale. Ceci étant, il y a un risque... Non, excusez-moi, non, j'ai dit un problème alimentaire en Ukraine. Oui, c'est ça. En Ukraine, en tout cas, ça ne pourrait pas engendrer un problème alimentaire en Ukraine. Par contre, évidemment, ça diminue la quantité exportable.
Exactement, mais donc effectivement, donc ça appuie, l'idée que peut-être nous sommes face enfin en tout cas ça pourrait initier un début de crise alimentaire, peut-être globale. J'aimerais revenir à je vous vois froncer les sourcils. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis? Si, 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 si. Mais je veux dire, la baisse d'export de l'Ukraine, ça s'est passé en 22-23. Après, il y a eu les couloirs dans la mer Noire qui ont été réinitialisés. Et là, de manière absolument extraordinaire, la production en Ukraine semble se tenir correctement. Ils sont absolument extraordinaires, les Ukrainiens. Mais je vais m'appuyer sur une information qui est tombée en début de live. C'est un navire turc, un pétrolier turc qui a été attaqué en mer Noire par des drones. Ouais, Donc j'ai en fait entendu ça, voilà. oui. Et en fait, ça appuie ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un risque inconnu, peut-être méconnu, mais qui est immédiat, c'est la pollution de l'eau. C'est-à-dire que si ce pétrolier, si ça se multiplie, si ce pétrolier a priori non, mais perd du pétrole dans la mer Noire, inévitablement ça va impacter les récoltes. On va parler de la guerre en Iran. L'Iran et Bahreïn ont toutes les deux signalé des attaques contre leurs usines de dessalement. Et au regard du droit international, ce sont des crimes de guerre. Donc il y a peut-être ce risque sur l'eau quand même en réalité. Oui, oui. Alors, je ne voyais pas le lien avec la mer. Effectivement, il y a le dessalement. Si et pour moi, plus globalement, pour savoir si la guerre en Iran va provoquer euh, une crise, il y a quand même deux incertitudes. C'est la durée de la guerre et la durée pendant laquelle le détroit d'Ormuz va être fermé. Et la deuxième, donc là, on n'en sait rien, même si j'entendais ce matin que l'Iran avait dit que les pays amis pourraient passer. Et en fait, les pays amis, c'est la Chine, puisque la Chine est très très dépendante des approvisionnements iraniens. Donc c'est quand même un élément de détente, et notamment de détente sur les marchés. Et l'autre élément sur lequel on a quand même assez peu d'informations, c'est quel est l'état de destruction des installations dans le Golfe, que ce soit les installations gazières, on parle d'une usine au Qatar, qui est le plus gros producteur de GNL. Alors j'avais pas entendu l'histoire du dessalement, mais voilà, quel est l'état des infrastructures? Parce que là, c'est quand même beaucoup plus loin à remettre en route. Exactement. Le champ gazier, vous faites référence à l'attaque israélienne et iranienne sur le champ gazier, le plus grand champ gazier du monde de South Pars. On chiffre plus ou moins, alors est-ce que c'est officiel, mais est-ce que c'est la réalité? En tout cas, sur 14 trains de liquéfaction côté qatari, 2 sont endommagés. On estime à peu près à 3 à 5 ans la durée de réparation, le temps de réparation de ces trains de liquéfaction, et pour une perte estimée à peu près à 20 milliards de dollars par an. Donc vous voyez, c'est gigantesque, mais effectivement, on n'a que ces bribes d'informations, n'en sait vraiment pas beaucoup plus. Jean-Marie, j'aimerais revenir rester sur ce conflit en Iran qui fait exploser les coûts énergétiques, évidemment, parce que pénurie de gaz, parce que hausse des coûts de transport. En quoi ce choc énergétique devient une crise agricole? Alors, explosion des coûts, de manière cynique, un économiste, c'est quand même assez cynique par nature. On est passé de un peu moins de 70 à 100 $, avec, je crois, hier, ils ont eu un léger reflux de par les affirmations de réouverture partielle du détroit. Donc, c'est beaucoup, mais on a connu bien pire. On a connu bien pire. Sur la partie agricole, effectivement, il y a un impact sur le GNR et les agriculteurs français. Quand on regarde dans le monde, c'est différent puisque les saisons ne sont pas les mêmes. Mais les usages, les besoins en France sont maintenant, ça va démarrer. Les travaux importants dans les champs, il y a besoin du GNR. Donc le GNR augmente. Ceci étant, dans la plupart des systèmes agricoles, ça pèse. Mais ça pèse pas de manière majeure. Ça pèse pas de manière majeure le coût si le carburant augmente de 30-40%, c'est pénalisant. Du reste, le ministre a fait quelques petites mesurettes, la ministre, pardon, a fait quelques petites mesurettes, on a vu qui servent pas à grand chose, mais voilà, l'agriculture française peut l'encaisser, même si on est dans une phase plutôt difficile. Au niveau mondial, il y a des zones où ça va être beaucoup plus compliqué, puisque nous, Français, Européens, nous sommes concernés par les prix, par le marché, puisque c'est un marché mondial. Nous ne sommes pas concernés, pas très concernés, par les approvisionnements, sauf par des effets dominos. On importe assez peu par le détroit d'Ormuz.
Très clair. Vous parlez de mesurettes prises. Est-ce que les vraies mesures prises par l'Union européenne, comme la signature de traités, de nombreux traités de libre-échange avec le Mercosur, on a tous entendu parler parce qu'évidemment ça fait beaucoup de bruit. En début de semaine, l'UE a signé un traité de libre-échange avec l'Australie. Ça doit encore être ratifié par le Parlement européen et par le Parlement australien. Ceci étant, est-ce que ce sont des réponses efficaces à la fragmentation du monde et à ces multiplications de conflits géopolitiques. On sécurise en fait Alors, en c'est réalité clair nos que ces approvisionnements. accords internationaux de libre-échange, c'est pas des mesurettes. Quand j'évoquais mesurettes, c'est ce que la ministre a annoncé hier ou avant-hier, des reports d'échéances sociales, des reports. Bien C'est-à-dire sûr, qu'elle n'amène bien pas sûr. d'aide, simplement, elle reporte. Alors, soit elle a la conviction que dans quelques mois, ce sera beaucoup mieux et ce sera plus facile de payer, soit c'est fermer les yeux et attendre un peu plus, quoi, hein. Il n'y a pas Mm. de véritable soutien. Les accords internationaux, et on va l'évoquer, le monde agricole français, hein, le monde agricole français est particulièrement remonté contre ces accords de libre-échange parce qu'il ne voit que l'aspect défensif. Mais on a aussi des intérêts offensifs. Pourquoi ces accords? Je crois que c'est vraiment une bonne politique parce que alors, soit on décide de se refermer, ça c'est autre chose, hein, mais dans la mesure où on décide d'être sur un monde ouvert, il y a des tels enjeux de tensions géopolitiques, notamment sino-américaines, avec des visions de la Chine très fortes sur l'Océanie et sur l'Amérique du Sud, que ces accords sont des façons de se protéger, de préserver ou d'ouvrir d'agrandir des marchés. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Claire, avec la suppression, donc on va revenir un instant sur la traité de libre-échange signé avec l'Australie, qui prévoit notamment 99% de suppression de droits de douane, avec des quotas allergies à la viande bovine et ovine. Est-ce que pour les marchés agricoles français notamment, c'est un véritable levier selon vous? Oui, pour les produits laitiers enfin je le pense, que je dis oui, c'est très immodeste, je le pense. Pour les marchés laitiers, on exporte des poudres et du fromage. Pour les vins et spiritueux, qui est quand même notre fleuron d'exportation, les droits passent de 5%, je crois, à zéro. Donc, en plus, le secteur viticole français qui est en difficulté, puisqu'on consomme de moins en moins de vin et que les jeunes consomment de plus en plus de bière et de moins en moins de vin, c'est une opportunité, c'est du pain béni, c'est des ouvertures importantes. En contrepartie, on a concédé une ouverture de quotas sur la viande bovine et sur la viande ovine qui fait effectivement peur à un certain nombre de gens. Mais ce qu'il faut regarder, c'est qu'au niveau européen, euh, de manière tendancielle, notre consommation diminue, mais notre production baisse encore plus. Donc l'importation ne va pas gêner en soi notre production, sauf des effets de prix, mais qui sont assez compliqués à anticiper et qui, à mon avis, seront pas si graves que ça. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, de mémoire, hein, je me trompe peut-être, mais de mémoire, le quota qu'on a ouvert sur la viande bovine, c'est 30 000 tonnes par an au niveau européen. En 5 ans, rien que la France, notre production a baissé de 100 000 tonnes. Donc ça donne les ordres de grandeur. C'est des quantités faibles, mais ça peut avoir des effets sur les prix. Mais bon, je crois que, vous voyez, ça a beaucoup crié sur le Mercosur au niveau du monde agricole. Il est en œuvre. Il s'applique. Il est mis en œuvre, il ne s'applique pas encore de manière effective. Mais C'est tout 1er le monde mai, s'y je crois, habitue c'est de finalement mémoire. quelque part. Mm. Hein. Et maintenant, l'objet n'est plus de crier contre et de voir comment on fait, quoi. Comment on fait pour tirer avantage, et des avantages qui sont assez nombreux, et pour se protéger effectivement des points un peu difficiles. Et il y a les clauses de sauvegarde, y compris dans l'accord australien, il y a des clauses de sauvegarde. Qu'est-ce que c'est une clause de sauvegarde? C'est que si les prix baissent trop ou si les volumes, surtout si les prix baissent trop, puisque les volumes sont contingentés, on a le droit de prendre des mesures de sauvegarde. Et les Australiens, pareil dans l'autre sens. Ok, très clair. Jean-Marie, une dernière question. Globalement, j'ai l'impression dans votre discours, ce que vous dites, c'est qu'on produit assez pour nourrir la planète entière, mais pourtant, comme vous l'avez bien dit, 800 millions de personnes meurent de faim, en tout cas sont exposées à la famine. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe économique?
C'est les questions humaines, c'est les conflits. Ce sont les conflits. Avec on a un deuxième bras de levier absolument phénoménal, qui sont les pertes et gaspillages. On considère au niveau mondial qu'il y a un peu plus de 30% de la production qui est perdue. Alors dans les pays du Sud global, c'est perdu au champ, principalement. Et en France, on considère que c'est 20% de notre production qui est perdue, et elle est perdue entre le champ et notre poubelle, quoi. Ouais, Donc clairement. voilà. Par contre, la grosse conséquence de l'accord, enfin pas d'accord, du détroit d'Ormuz, la grosse incertitude, ce sont sur les engrais azotés. Donc il y a peu d'impact pour nous tout de suite. La messe est dite, les gens ont du stock. C'est un peu moins vrai dans d'autres pays d'Europe, mais en France, on a l'habitude d'acheter assez tôt. Voilà. L'enjeu, ça va être à l'automne. Et derrière ça, je m'excuse de forcer un peu, mais derrière ça, le message fort, on est très dépendant des engrais. Donc on a besoin d'une véritable politique, politique industrielle, géopolitique, stratégique, je pense, de stockage préventif d'engrais, comme on fait sur les pétroles, d'engrais azotés. Et on a une deuxième voie sur le long terme qui est absolument indispensable, c'est de sortir de cette dépendance à l'engrais azoté, par les systèmes agricoles, en utilisant moins d'engrais, parce qu'on en perd beaucoup, et en utilisant davantage les capacités du sol, par les légumineuses à stocker l'azote de l'air, et par les bactéries du sol à produire de l'azote. Ouais, très clair, hein. Avec cette statistique très importante à connaître, 30% des engrais mondiaux transitent par le détroit d'Ormuz. Voilà, 30% C'est de l'urée. gigantesque. Mais ce n'est pas des approvisionnements à nous. Ça nous concerne très peu, nous, les Européens. Ça nous concerne par le prix. Alors peut-être que c'est pour ça que je crois que c'est la Banque de France qui a publié il y a ce matin, oui c'est la Banque de France qui a publié ses prévisions pour l'inflation en 2026. Elle l'a modélisée à 1,7%, plus 1,7%. Ça vous semble cohérent au regard justement des flux macroéconomiste. J'ai entendu notamment sur votre antenne l'autre jour des propos assez alarmistes. Je lisais la note de l'INSEE d'hier ou d'avant-hier qui dit que si ça continue comme ça au printemps, on sera sur un train annuel de 2%. On a la chance de partir d'un niveau très bas, ce qui est très différent de ce qui s'était passé en 2022. Et on a la chance, on en a peu conscience, mais on a la chance en France d'avoir une économie qui résiste et qui réagit plutôt un petit peu mieux qu'au niveau européen. Donc s'il y a un peu de récession, on sera sans doute moins touché. Et si on avait à parier, on peut, entre guillemets, c'est des sujets très sérieux, mais j'entends de plus en plus, moi je suis un spécialiste des questions agricoles, j'entends de plus en plus quand même qui disent que la guerre n'aurait pas duré très longtemps, parce qu'il y a une chose dont on parle très peu, c'est qu'une part importante des approvisionnements des pays du Golfe passe par le détroit d'Ormuz, les approvisionnements alimentaires passent par le détroit d'Ormuz dans l'autre sens. On parle toujours de ce qui est exporté, mais il y a tout ce qu'ils importent. Donc ça pèse. Donc, je crois que personne n'intéresse que ça dure vraiment longtemps. Ils vont sans doute canarder des installations pour jouer pour l'avenir, mais ça devrait. Et puis la Chine, qui est très très dépendante et qui est un allié solide de l'Iran, on a quand même l'impression qu'elle pousse pour que ça dure pas trop longtemps, quoi. C'est clair, hein, on l'expliquait hier, il y a une coalition de 3 pays qui œuvrent vraiment très clairement pour pousser cette guerre, pour arrêter cette guerre. C'est le Pakistan, l'Égypte et la Turquie, mais également, comme vous le dites, il y a tous les pays du Golfe qui également poussent pour que cette guerre se finisse, parce que comme vous le dites très bien, il n'y a pas que les exportations qui sont importantes, il y a les importations pour ces pays. Merci beaucoup Jean-Marie Tseroni de votre temps, de votre analyse, de votre œil, de ce dernier commentaire qui est effectivement plein de sens et on a tendance à l'oublier, et ça pourrait effectivement être un levier important vers la résolution du conflit actuel. Merci beaucoup, Jean-Marie Tseroni, d'avoir été avec nous. Un plaisir d'échanger. À bientôt. Écoutez, effectivement, plaisir partagé. À très bientôt. Nous, de notre côté, on marque une courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.